je suis en charge du marketing innovation et des programmes startup pour Orange Business Services. Et bonjour à tous, moi c'est Guillaume, je suis consultant chez Orange Consulting. Orange Consulting, c'est le cabinet de conseil qui appartient à Orange Business Services. Alors aujourd'hui, on va vous parler de corporate hacking, plus précisément de la manière avec laquelle on peut être acteur de la transformation de son entreprise. Donc, vu qu'on n'est pas forcément très nombreux, aujourd'hui on va pouvoir interagir, ça va être sympa. N'hésitez pas sur des questions ou autres. Il y a deux choses que j'aimerais vous dire avant de commencer. Premièrement, c'est que on va vous parler avant tout de notre expérience. On ne se veut pas généraliste sur le corporate hacking. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de vous donner des clés que nous, on a expérimentées. Et donc derrière, en fait, voilà, le sujet d'aujourd'hui, ça va être basé sur notre expérience personnelle. Deuxième point, un sujet que j'aimerais évoquer dès maintenant, c'est que souvent, l'état d'esprit corporate hacking dans une grande organisation, il peut être mal perçu. Il peut être mal perçu parce que les personnes qui agissent comme ça sont souvent vues comme des francs-tireurs. Des personnes qui sont peut-être parfois trop ambitieux. Et c'est pour ça qu'il faut adopter une certaine posture et avoir un état d'esprit assez systémique et aussi avoir un maximum d'humilité dans cette approche-là. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Et donc si vous voulez interagir avec nous, on a mis nos petits comptes Twitter associés. Donc avec plaisir pour discuter évidemment en live, aussi en virtuel, et puis aussi à l'issue de cet échange, avec grand plaisir aussi. Alors, toute bonne présentation de start-up commence par une citation de Steve Jobs, et là on ne déroge pas à la règle. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Steve? En fait, il a dit que c'était beaucoup plus marrant et sympa d'être un pirate que de rejoindre la marine. Donc évidemment, c'est une analogie par rapport à la petite structure, grande structure, start-up, grand groupe. Et si je dois résumer un petit peu ce qu'il a dit après avoir fait cette citation, c'est que globalement, le pirate, le start-upper, tel qu'il le définit lui à l'époque, parce que c'était il y a quand même quelques années, c'est quelqu'un qui va être drivé par sa passion et ses valeurs. C'est quelqu'un qui va se donner à fond dans un projet en équipe et qui va être en mesure d'être particulièrement à l'aise, créatif, inventif et efficace en environnement incertain et hostile. Il ne va pas forcément être à l'aise avec tout ce qui est bureaucratie, process, etc. Il va vraiment se donner à fond pour pouvoir réaliser son projet. Et donc, pour lui, en fait, être pirate, c'est quand même beaucoup plus valorisant que d'être dans un grand groupe, dans une grande organisation. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de vous démontrer, c'est que c'est possible d'avoir cet état d'esprit start-upper pirate dans une grande organisation. C'est bon. Alors, en toute transparence, même si la notion de corporate hacker, on l'entend depuis assez longtemps, j'avais une notion vague de ce que c'était. Et finalement, dans le cadre de cet atelier, on a creusé un peu plus le sujet pour avoir quelque chose, trouver une définition. Et en fait, les définitions, on en existe plein. La plus claire que j'ai pu trouver, c'est celle des activateurs. Je ne sais pas si vous connaissez les activateurs. Donc voilà, moi j'ai découvert ça en préparant cet atelier. Donc c'est un collectif. Et sur ce site, on va pouvoir, qui est un site, et on va pouvoir trouver des articles, des conseils. Ils organisent aussi les membres des événements qui permettent d'échanger entre nous en fait, sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et donc, ce qu'on voit, en fait, ce que je retiens moi, de cette définition, c'est que finalement, un corporate hacker, c'est une personne qui, pour le bien de l'entreprise, va sortir de ses missions, va aller au-delà de ses missions, elle va utiliser les ressources de l'entreprise. Et c'est comme ça qu'elle matérialise son engagement. Par contre, lorsqu'elle sort de ses missions, elle fait toujours dans le respect des valeurs et de la raison d'être. Et effectivement, c'est inutile de chercher à changer les raisons d'être des entreprises. Si on n'y adhère pas, il vaut mieux carrément changer d'entreprise. Pour ça, il faut être clair. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la notion de hacker, la traduction française, elle n'est pas très positive, elle est plutôt tournée vers l'illégalité, la piraterie. Et ce qui reflète finalement pas du tout ce qu'on fait tous les jours, puisque l'idée c'est quand même d'œuvrer pour le bien commun et d'identifier les failles pour que tout le monde se sente mieux dans l'entreprise, pour que les process soient plus rapides et que dans beaucoup de projets, l'entreprise gagne plus d'argent aussi. Donc c'est plutôt positif.
Et donc voilà, j'ai mis sur le côté tous les mots, tous les oxymores en fait, qui sortent de ce concept qui est un peu entre les deux. Donc la démarche, elle est rebelle, c'est un détournement. Par contre, l'objectif, il est vraiment pour le bien commun et pour voilà, rassembler, souvent autour des projets, et dans une logique collective. Et la logique collective, c'est plutôt... alors c'est indispensable, on a la stratégie des alliés dont on parlera, la stratégie des cookies, bon ça c'est purement orange, mais c'est un concept intéressant, qui explique finalement qu'un corporate hacker, il agit rarement seul, il agit souvent avec d'autres personnes qui ont cette même propension à sortir de leur mission. Alors, on s'est dit que c'était important de mettre les pieds dans le plat dès maintenant. C'est pas forcément toujours facile de travailler dans un grand groupe. Je ne sais pas parmi vous qui travaille dans une grande organisation, alors on a eu l'occasion d'échanger un petit peu, mais est-ce que vous avez déjà eu des cas où vous avez été amené à avoir des projets qui ont été soit malmenés, soit repoussés, soit totalement arrêtés à cause de la lourdeur d'une organisation? Oui. Il y a eu un oui franc. Ça venait du cœur. Bon, ce que je vais expliquer à travers ces petits schémas, donc c'est pas pour faire joli, hein, ça représente ce qu'on appelle la loi de Brooks, qui part du principe que plus il y a de collaborateurs dans une organisation, dans un projet, moins il y a de productivité. Et donc ça, c'est ce qu'on peut retrouver justement dans la grande organisation, c'est que vu qu'on est parfois trop nombreux, il y a un certain nombre de choses, de process qui sont mis en place pour limiter notamment les risques et pour être en mesure d'organiser au mieux possible un certain nombre d'interactions entre les collaborateurs. Le constat, c'est qu'au fait, il y a trois conséquences directes. C'est que qui dit process dit évidemment tout projet va mettre du temps à être déployé et parfois va mettre trop de temps, donc parfois on ne va pas aller jusqu'au bout des choses. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a des niveaux hiérarchiques qu'il faut respecter et donc parfois ça empêche la prise d'initiative. On en parlait justement tout à l'heure. Et puis après, il y a un certain nombre de conséquences néfastes qui peuvent arriver directement sur notre propre personne. C'est qu'évidemment on va prendre moins d'initiative, on va aussi peut-être être un peu moins créatif parce que dans une grande organisation, on va avoir des périmètres qui vont être bien définis. Quand on va en dehors de ce périmètre-là, on est parfois, c'est pas forcément opportun ou légitime de sortir de ce périmètre-là. Et puis heureusement aussi, il y a quand même un certain nombre d'avantages à travailler dans un grand groupe, et c'est important aussi d'en parler. C'est qu'évidemment, on est dans une grande organisation, mais on a aussi des budgets. Contrairement à des startups qui naissent, et on a la chance de pouvoir, si on est suffisamment légitime, crédible, etc., on peut débloquer ces budgets pour des projets qui vont avoir de la valeur ajoutée, du retour sur investissement, si on est en mesure de le prouver. Et puis derrière, en fait, la démarche dans un grand groupe, elle est aussi intéressante parce que quelque part, ça nous apprend un peu l'humilité aussi. Quand on est jeune entrepreneur, etc., de temps en temps, on a envie de tout faire avancer extrêmement rapidement, etc. Et en fait, quand on est dans un grand groupe, on nous pousse à avoir un peu une vision systémique, à prendre peut-être de l'ampleur, du recul sur certains sujets. Et c'est important aussi d'avoir cette vision-là. En conclusion, en fait, il y a pour moi deux types de personnes dans un grand groupe, si je schématise un maximum. Les personnes qui vont plutôt rester dans leur propre périmètre et pas forcément prendre de risques, mais bien faire ce qu'ils ont à faire. Et ceux qui vont essayer de bousculer un peu l'ordre établi. Et c'est ce qu'on appelle les corporate hackers. Les deux types de profils sont très importants dans une organisation. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est du deuxième dont on va parler. Slide. Alors pour vous donner un petit peu la vision de l'environnement dans lequel on évolue, parce que ce dont on parle aujourd'hui, c'est compte tenu d'un environnement, c'est ce qui a fonctionné pour nous, ça n'a pas vocation à être une vérité absolue évidemment. Donc Orange Business Service, c'est l'entité du groupe Orange qui adresse le secteur B2B, donc c'est là où on va produire toutes les offres et on verra ensuite que c'est un large panel d'offres pour accompagner les entreprises dans ce qu'on appelle nous le voyage de la donnée.
Et globalement, c'est 25 000 collaborateurs, donc ça fait déjà beaucoup, mais ça s'inscrit dans un groupe de 120 000 partout dans le monde. Ça fait du monde à gérer, on est très nombreux. C'est aussi un gros chiffre d'affaires, évidemment. Tout à l'heure, Guillaume disait qu'effectivement, il ne s'agit pas de critiquer le grand groupe parce que ça veut dire aussi des ressources financières, et ça, c'est très important pour les projets, c'est quand même une contrainte en moins. Et 3 000 clients, donc 3 000 clients multinationales et 2 millions de clients, donc sachant que Orange Business Service va adresser les clients de la petite PME jusqu'à la multinationale. Alors, pour rester sur le paquebot, donc paquebot c'est aussi beaucoup de contraintes. Ah oui, bonne question, comment je mets les animations? Alors ça, je ne suis pas sûre qu'il y en ait. Ok, bon c'est pas grave, on va faire ça. Alors sur l'ordinateur peut-être, non? Je suis pas sûre, c'est quand je suis bon, c'est pas indispensable, c'est pas grave. Donc sur ce paquebot, on a souvent trois choses qui reviennent et c'est commun à tous les grands groupes. Le premier, c'est le nombre de niveaux hiérarchiques. Souvent, ils se multiplient. Il y a des chefs, des chefs, des chefs. Ce qui veut dire que pour prendre une décision, c'est plus complexe et c'est plus long. Le deuxième point, c'est le manque d'agilité, mais qui est dû souvent à une entreprise qui a un historique, qui a un système d'information qui est aussi ancien et qui a à faire évoluer. Ça peut être long et c'est coûteux. Et ça se reflète souvent, ce manque d'agilité, par des délais de mise sur le marché qui sont très longs. Pour nous, c'est au-delà d'un an, en tout cas sur les offres du core business d'Orange. Donc, il faut se dire que maintenant, avec la vitesse avec laquelle le monde évolue, maintenant, le temps qu'on fasse l'étude de marché et qu'on lance le produit, en fait, le marché il a changé. Donc, on n'est pas toujours pertinent. Et le dernier point, c'est la fameuse organisation en silo. C'est cette expression qui revient très souvent. En silo, donc en parlant de silo, on en a beaucoup parce qu'on a énormément d'activités différentes, qui ont tous un lien entre elles évidemment, mais qui vraiment sont des métiers bien différents. Et donc le fameux voyage de la donnée, ça part tout simplement d'un principe, c'est qu'aujourd'hui, ce qui fait la compétitivité et la pérennité des entreprises, c'est leur capacité à collecter les bonnes datas et les valoriser. Et aujourd'hui, c'est indispensable. Donc aujourd'hui, on est organisé autour de ce voyage de la donnée et en parallèle, on a toutes les business units. Sachant que chaque business unit a des missions qui sont liées à des produits. Et effectivement, de plus en plus, on a la convergence de tous ces produits, mais aujourd'hui, notre organisation est encore assez silotée. Et donc moi, j'évolue sur la partie cloud, qui est très liée aussi à la data intelligence et à la cybersécurité, parce que finalement, le cloud, il est à la fois là pour faire de l'intelligence artificielle, mais aussi sécurisé par nos entités. Donc on travaille ensemble, mais aujourd'hui, l'organisation n'est pas organisée de cette façon-là. Et donc Guillaume est plutôt en transverse, la partie consulting, je te laisse expliquer. Exactement, en fait Orange Consulting va intervenir globalement sur peut-être l'intégralité de ces services-là, en apportant la brique conseil complémentaire de compétences plutôt opérationnelles, techniques ou autres. Et donc moi chez Orange Consulting, donc Orange Consulting c'est quand même 200 consultants. C'est vrai que c'est une petite structure dans un grand groupe, donc c'est assez particulier. Et Orange Consulting est organisé avec différentes practices de compétences. Et moi, en l'occurrence, je fais partie de la practice data intelligence. Ça nous paraissait important aussi de parler de notre entourage parce que, on a la chance de travailler dans un grand groupe, mais on est aussi assez conscient de l'environnement aussi start-up ou jeune entreprise. Soit parce qu'on y a travaillé, soit parce qu'on a un entourage proche ou plus éloigné qui travaille dans ces entreprises-là. Est-ce que vous connaissez une entreprise ou plusieurs sur ce slide-là? Oui. Ouais. Laquelle, par exemple? Hub Institute, Time for the Planet. D'accord. Ok, super. C'est parti. Je vous posais la question par curiosité. Alors, pour nous, c'est important de mettre ça en avant parce que, évidemment, ça va peut-être être l'un des moteurs de ce qui nous pousse à essayer d'intraprendre, d'essayer d'améliorer un certain nombre de choses dans une grande organisation. Parce que, en fait, tous ces gens-là, notamment un exemple Time for the Planet, qui commence à être de plus en plus connu. Moi, c'est mon ancien colloque qui a cofondé ça. Et donc, en fait, c'est des entreprises qui ont des valeurs qui sont assez fortes,
et qui défendent et même créent des modèles qui sont totalement inexistants et sur la base de leurs propres valeurs. Tout ça, en fait, ces valeurs, évidemment, quand on en parle, quand on en discute, ou quand on même se suit sur les réseaux sociaux, eh bien, ça nous influence quelque part. Et en fait, ces échanges avec notre entourage proche ou éloigné, je ne connais pas forcément tout le monde précisément qui ont entrepris dans des entreprises comme ça, ça nous permet d'avoir la volonté de bien faire et de défendre les valeurs qu'on défend, même si évidemment il faut que ça reste dans le cadre des valeurs de l'entreprise. Alors, nos missions. Ce qu'on fait au quotidien, vs ce qu'on a essayé de pirater. Alors moi, à la base, j'étais embauchée sur la partie cloud dans Business Service pour faire tout ce qui est marketing innovation. Donc c'est simple, en fait, c'est qu'on part du principe que sur une base de cloud public, en fait, on va mettre toute la partie big data, intelligence artificielle, modélisation 3D qui permet de faire de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Et donc du coup, il faut évangéliser sur ces technologies, aussi bien en interne qu'en externe. Il faut commencer à travailler sur le développement de produits autour de ces technologies. Et ensuite vient toute la partie business développement, puisqu'il faut accompagner nos commerciaux sur ces nouvelles technologies, parce que c'est assez récent, donc on peut les former, mais il faut aussi apporter un gros accompagnement en clientèle. C'est plutôt orienté aujourd'hui grand groupe et en tout cas ou ETI, c'est plutôt sur cette cible qu'on évolue aujourd'hui. Et sur les secteurs, c'est des secteurs très variés, c'est du retail, c'est de l'industrie, c'est banque assurance, secteur public. Et en fait, plus je travaillais plus je travaillais dans cet environnement, et plus je me disais, finalement, les clients, ce qui se passe, c'est que... Ce qui se passe, c'est qu'en fait, donc sur la partie cloud, il n'y a pas de débat. Par contre, dès qu'on montait sur les couches plutôt métiers, on avait besoin de s'associer à des startups, puisqu'on n'allait pas s'amuser à développer à chaque fois qu'un client avait un besoin hyper vertical. Je donne un exemple. Dans l'industrie, il y a beaucoup de besoin d'améliorer le contrôle qualité. Donc nous, on a des data scientists, on a le cloud, on a tout ce qu'il faut. Par contre, il y a des startups qui ont déjà développé des produits, du matériel pour améliorer le contrôle qualité au sein des industries. Et donc du coup, l'idée c'était de se dire pourquoi on ne s'associe pas avec des startups pour pouvoir proposer à la fois la partie cybersécurité, cloud public et connaissance du réseau et de la chefferie de projet, plus la partie métier qui serait portée par des startups. Et en fait, mon projet, c'est un projet qui s'appelle Cloud Starter, c'est un programme qui a été créé il y a 2 ans. Et il est parti de 3 constats. Le premier, c'est qu'on a une segmentation, et c'est souvent d'ailleurs dans les grands groupes un souci, la segmentation, c'est souvent le thème des mémoires de recherche des apprentis. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais nous en tout cas, on avait beaucoup ça qui revenait. Et la segmentation Orange, elle est basée sur 3 critères qui sont la taille de l'entreprise, le chiffre d'affaires qui est chez Orange et le nombre de sites. Et c'est typiquement une segmentation qui est très télécommunication. C'est-à-dire que si j'ai beaucoup de sites, j'utilise beaucoup de liaisons Internet, donc j'ai un gros potentiel. Et quand on pense comme ça, on passe à côté de toutes les startups. Aujourd'hui, les startups, on les identifie quasiment pas sur nos clients. En fait, elles sont quasiment pas dans nos bases, parce qu'elles sont plus flexibles, parce qu'elles ont besoin de moins de services, que si elles n'ont pas une liaison Internet qui fonctionne, elles vont trouver une solution, elles se débrouillent, elles sont très agiles. Et donc, par contre, ce constat, on s'est dit, on ne les connaît pas, il va falloir qu'on trouve un autre moyen de les faire venir vers nous et travailler avec elles. Et donc, ce programme Cloud Starter, c'est tout simplement de leur proposer, un peu comme ce qu'on voit chez Microsoft, Google, Amazon, de bénéficier gratuitement jusqu'à un certain niveau de nos infrastructures cloud pour héberger leurs solutions, mais surtout cette mise en relation avec nos clients. Et donc, ce qui nous permet, en fait, de se dire que, en tant que grand groupe, on a cette mission aussi qui est de participer à la compétitivité des startups françaises, à la fois en France et à l'extérieur, à l'international. Et donc du coup, j'aime bien cette analogie, mais je suis un petit peu... Ah oui, alors on l'aura pas, il n'y a pas d'animation. Mais je fais matcher les startups avec les clients Orange Business Service, donc je suis un peu le Tinder en fait, qui va mettre en relation les startups avec les grands groupes. Et l'idée, c'est bien de générer du chiffre d'affaires, puisqu'on va gagner de l'argent de 2 façons. La première, ça va être chaque fois qu'une startup signe un client, si elle est hébergée sur nos infrastructures, on va forcément gagner de l'argent sur le cloud public. Mais surtout, chaque fois qu'elle va rencontrer un client, elle va aussi nous emmener avec elle. On a un process de lead gen bidirectionnel qui permet en fait, nous, de leur apporter des clients et elles de nous apporter des clients. Et autour des solutions métiers, on va greffer toute la partie cybersécurité, réseau et peut-être un peu plus de cloud, comme je disais. Donc voilà. Pour ma part.
Ah bah si, ça fonctionne. Presque. Et alors de mon côté, comme je dis, je suis dans un cabinet de conseil qui appartient à Orange Business Service. Et donc moi je suis spécialisé sur des missions, je travaille sur des missions évidemment, donc ces missions peuvent toucher à plein de sujets différents ou des sujets qui sont quand même toujours dans le même écosystème, mais mon sujet de base c'est la veille stratégique. J'ai créé une offre chez Orange Consulting autour de ce modèle-là. La veille stratégique c'est quoi? C'est être en mesure d'apporter une sorte de réponse aux entreprises pour la gestion de l'information, histoire de diffuser la bonne information au bon moment à la bonne personne. À travers ça, on peut utiliser différents outils. Je travaille beaucoup sur des outils qu'on qualifie de social listening, qui sont des outils comme Topoker, Darali, Synthesio ou autres, si vous connaissez. Et donc, évidemment, c'est aussi de la data. Et donc, j'ai aussi travaillé sur des missions très data, de data management, de data gouvernance, puisque le fait la data captée sur le web, du social listening, je prends cet exemple-là, c'est un type de data qui faut couper avec d'autres pour derrière être en mesure de rédiger des analyses qui permettent, ou des études qui permettent d'avoir une vision globale. On a aussi des partenariats d'innovation chez Orange Business Service, que Célia a un peu évoqué. Et Orange Consulting intervient dans ces partenariats d'innovation pour justement proposer, identifier des outils ou des solutions qui vont répondre à une demande de grands groupes partenaires. Donc, parmi ces grands groupes, on a notamment la Caisse des dépôts, la Poste, BNP Paribas, globalement des grands groupes français. Et donc, à travers ça, on est amené à proposer l'innovation et développer des POC qui vont ensuite mener à des industrialisations. Et puis évidemment, vu que j'ai une offre, je suis aussi amené à faire un peu de business développement et donc évidemment il faut pouvoir essayer de brander et vendre son offre pour qu'elle réponde à un besoin de marché. Alors, mes projets pirates à moi, ils sont peut-être un peu moins avancés que Priscilla avec son Open Cloud Starter. Malgré tout, donc le premier c'est Orange Social Biz. Orange Social Biz, c'est un outil qui est utilisé chez Orange en interne depuis plus de 5 ans, qui consiste à mettre sur des écrans télé, un peu comme celui-ci, des données qui sont captées principalement sur le web pour pouvoir diffuser la voix du client aux collaborateurs d'Orange, dans les bureaux d'Orange, etc. Donc on a des commentaires, des verbatims, des indices de sentiment qui apparaissent directement dans les bureaux d'Orange pour sensibiliser les collaborateurs d'Orange à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, sur les offres, les produits et les services d'Orange. Derrière, ça peut être utilisé sur plein d'autres choses, puisque toutes les informations qu'on capte sur le web, sur des sujets peut-être parfois spécifiques, comme les nouvelles technologies, ce qui nous intéresse beaucoup chez Orange, l'intelligence artificielle, la 5G, et aussi des problématiques environnementales, pour essayer de sensibiliser les collaborateurs et toute une organisation à ces sujets qui sont quand même extrêmement importants. Et bien en fait Orange Social Biz ça permet ça. Et donc oui. Non, vas-y, continue, je vous aurai une question après. Vas-y, on t'écoute. Ok, je trouve ça hyper intéressant. C'est une problématique que rencontrent beaucoup de grands groupes, principalement, c'est d'avoir cette connaissance du client au plus proche de chaque secteur. Je voulais savoir du coup si c'était implémenté dans tous les métiers. Est-ce que tous les métiers avaient la télé avec le Social Biz affiché? Est-ce que c'est en live? Comment ça se passe? Alors, c'est pas en live, ouais. Il y a quand même un petit différentiel, mais de quelques heures. C'est mis à jour, ah oui, donc c'est mis à jour très récemment. Et globalement, on a pris parti chez Orange de ne pas forcément faire de modération. Ok, très bien. Donc, bon, évidemment, tout est paramétré pour faire en sorte à ce qu'il y ait des dispositifs du neutre et du négatif qui apparaissent. Mais en même temps, c'est important de connaître ce que pensent nos clients. Donc, on va jusqu'au bout de la marche. Donc ça, c'est un outil qui plaît beaucoup à d'autres entreprises, surtout des grands groupes. Et donc, moi, j'ai été amené à faire en sorte, parce que je crois beaucoup en ce produit-là, à le proposer à d'autres grands groupes, à travers justement mon offre de veille stratégique. Quand je promeux l'offre, j'emmène tout le monde à la social room. Donc, les social rooms, c'est des espaces justement qui analysent beaucoup les données web, etc. et qui ont créé des méthodologies de travail. Et donc, quand je présente l'outil, à chaque fois c'est l'unanimité. Donc j'ai décidé, un peu en mode pirate,
justement, de proposer cet outil à des entreprises externes. Et depuis peu de temps, il est présent dans d'autres grands groupes. L'autre, c'est le Startup Business Group. Donc c'est la raison pour laquelle on se connaît avec Priscilla, parce qu'on se connaissait peut-être pas avant, il y a avant un an et demi. Et donc, en fait, mon objectif, moi, à l'origine, c'était de référencer toutes les startups qui travaillent de près ou de loin avec Orange ou qui sont dans le même écosystème et qui peuvent avoir une valeur ajoutée dans le cadre de nos missions de conseil chez Orange Consulting. Donc, je les ai référencés avec une équipe de consultants. Et donc, l'objectif, c'est qu'on soit en mesure de valoriser notre expertise autour de missions de conseil en proposant des startups qui vont répondre à des besoins. Voilà. C'est la journée des analogies. Donc après le bateau, les gâteaux. Donc quand on parle de cookies, évidemment, on ne parle pas du gâteau avec les pics de chocolat. Le cookie, c'est un peu la version orange du corporate hacker. Et en fait, quand j'ai rencontré Guillaume, je dis ah, c'est un cookie. On a commencé à parler, on s'est rencontrés sur le Big Data, donc c'était vraiment. C'était bizarre. C'était le salon Big Data, donc typiquement on était tous les deux dans l'innovation, on évoluait tous les deux dans ce monde-là. Et en fait, c'est un concept qui vient d'une personne qui s'appelle Hélène Blanquet, qui est très active sur les réseaux sociaux. Donc son Twitter, c'est Blanquetting. Elle partage beaucoup justement sur l'innovation salariée, alors à la base, elle formait les gens au digital chez nous et elle montait très haut parce qu'elle a réussi à fédérer les gens autour de cette notion d'intelligence collective. D'ailleurs, en partenariat avec Klaxoon, donc elle était aussi tournée beaucoup vers les startups. Klaxoon, ça vous parle, hein, c'est une startup qui a facilité la collaboration d'entreprise. C'est un outil qui fonctionne très bien, qu'on utilise beaucoup chez nous. Et donc un cookie, c'est tout simplement un corporate hacker. Et la théorie du cookie, elle est simple, elle est que il est important d'identifier son paquet de cookies pour ne pas finir en miettes, tout simplement parce que être corporate hacker, ça ne se fait pas tout seul. Si on est tout seul, le risque, c'est des personnes qui finissent parfois en burn-out ou qui perdent de la motivation parce qu'en fait, quand on essaie de changer les lignes tout seul, on se prend des murs, on s'épuise, on n'est pas forcément soutenu par les bonnes personnes. Et on verra aussi comment impliquer des personnes décisionnaires parce que c'est indispensable, on peut beaucoup se fatiguer et ça peut être tout l'inverse du côté positif de ce qu'on voulait faire au départ. Et donc comment on reconnaît un cookie c'est ça, nous c'est identifiant dans le cookie tout simplement parce qu'on identifie que c'est des personnes qui prennent des initiatives, qui sont très tournées vers l'extérieur et dans le partage. Donc c'est des personnes qui parlent beaucoup sur les réseaux sociaux, on les voit comme speakers dans les événements parce que finalement je ne sais pas si ça se passe pareil de votre côté, mais ce qu'on constate c'est qu'on a très peu de personnes de grands groupes qui interviennent sur scène. Alors soit c'est les grands directeurs, mais sur les échelons en dessous qui sont spécialistes et experts de leur domaine, on les voit très peu dehors. Donc quand on en voit un parler sur une scène d'un événement, on se dit ah, peut-être qu'il y a quelque chose à échanger avec cette personne. Donc prise d'initiative, et c'est aussi des personnes qui disent rarement non, ou alors, ou en tout cas qui sont plutôt volontaires. Voilà. Et parce qu'aussi on a ce syndrome du non, je suis déportée, j'ai pas le temps, et c'est rarement des personnes qu'on entend dire ça généralement. Alors c'est positif comme c'est négatif, parce que quand on ne dit pas non, parfois ça peut se retrouver avec beaucoup de missions. Généralement on aime ça quand on est la personne. Alors, donc pour fédérer, l'idée c'est d'identifier les cookies. Et ce qui est important, ce qui m'a semblé en tout cas important, et quelque chose que je ne pratiquais pas forcément au début, parce que quand on a un projet, c'est un peu son bébé, on passe tout notre temps dessus et on ne libère plus forcément beaucoup de temps pour les autres. Et ce qui se passe, c'est que finalement, si on ne donne pas, on ne reçoit pas non plus. Et il faut réussir à prendre du temps pour aussi s'impliquer dans les projets des autres, pour faire en sorte qu'ils s'impliquent dans nos projets. Parce que tout simplement, à partir du moment où on sort des lignes, ça veut dire qu'on va devoir solliciter de l'aide de personnes et de les faire sortir de leur propre mission. Ce qui veut dire sortir de leur confort, mais aussi passer du temps, peut-être en dehors des horaires de travail, etc., pour aider. Et donc, le principe de réciprocité, alors c'est une base de l'influence. J'aime pas le côté qui dit, si on aide une personne, elle est redevable, parce que c'est un peu chantage, et c'est un petit peu ça aussi. Et dernier point, je crois que j'ai déjà dit, mais effectivement, les cookies ne sont pas forcément que internes. Ils sont aussi l'externe, donc le fait d'échanger comme on fait aujourd'hui avec d'autres personnes de grands groupes pour pouvoir s'apporter des choses mutuellement. Et pour ça, je trouve que le site des activateurs est très bien, ça permet de voir des personnes qui ont les mêmes démarches et pouvoir travailler avec elles et justement d'aller sur des partenariats. C'est vrai que dans un grand groupe, on a parfois tendance à rester un petit peu trop dans l'écosystème du groupe. Et c'est bien aussi de prendre de la hauteur et de regarder ce qui se dit à l'extérieur. Maintenant qu'on a parlé de cookies, je propose de parler de légitimité. C'est un peu différent. Mais c'est très complémentaire. Le premier point, c'est pour créer sa légitimité, en général,
Hat comme CloudStarter ou d'autres dans une grande organisation, c'est déjà il faut être en mesure de développer son expertise. Pour moi, développer son expertise, ça passe avant tout par la curiosité. Il faut déjà commencer à essayer de s'instruire, faire une veille quotidienne sur différents sujets, curieux sur plein de sujets différents, qui vont être en lien avec sa spécialité de base. Il faut toujours se poser la question comment faire un peu mieux, comment essayer de s'améliorer, comment essayer d'améliorer les choses, les process ou autres. Et puis, le troisième point pour moi, c'est de prendre de la hauteur. Parce qu'évidemment, il faut avoir la vision à la fois opérationnelle, avoir les mains dans le cambouis, et puis aussi être en mesure de comprendre toute la réalité du marché, l'écosystème dans lequel on se trouve. Et ça, c'est pas forcément toujours évident parce qu'on est parfois un petit peu des œillères. Donc, en l'occurrence, moi, quand j'ai été amené à travailler sur mon offre, j'ai été en mission directe chez Orange, où j'ai travaillé avec les social rooms, où j'ai travaillé de manière opérationnelle sur des outils de veille stratégique, de veille de social listening. Je suis reparti un peu plus bas pour être en mesure derrière de devenir encore plus spécialiste de l'expertise d'Orange et derrière de ce qu'on pouvait proposer à l'extérieur sur la base des experts. Ensuite, c'est valoriser son expertise. Et valoriser son expertise, c'est principalement déjà commencer par écrire des articles pour être visible sur le web, c'est important. Ensuite, être en mesure d'interagir avec des experts, d'autres experts, pour valoriser aussi son expertise auprès d'eux. Troisième point, c'est aussi être en mesure d'intervenir dans des échanges. Si on en a parlé, c'est exactement ce qu'on fait. Alors, comment on travaille sa légitimité? Parce qu'effectivement, son expertise, on fait généralement tout pour la démontrer. La question ensuite, c'est comment on sait ce qu'on renvoie de nous-mêmes auprès de notre audience. Et alors, avant de parler de légitimité, j'aimerais savoir qui connaît Clément Viktorovitch et qui suit ces rubriques spécifiques. Alors, je vous recommande. Donc là, sur les prochains slides, on va essayer de vous partager beaucoup de choses à suivre, de médias. On l'a mis à la fin des slides. Mais alors, Clément Viktorovitch, c'est un professeur de rhétorique. Et il intervient dans une émission qui s'appelle Click, et dans laquelle il va analyser le discours des gens. Donc, il a notamment fait une vidéo sur comment pitcher. Et il a fait une vidéo de base sur tout ce qui concerne la rhétorique selon Aristote et qui est vraiment passionnant parce que ça va permettre simplement de comprendre le concept et d'adapter un peu sa façon de s'exprimer en fonction de nos objectifs. Et en fait, pour résumer en fait, le concept de rhétorique, on a trois choses. On a l'éthos, le logos et le pathos. Donc l'éthos, c'est typiquement l'image qu'en tant qu'orateur, on renvoie de nous-mêmes. Le logo, c'est les arguments, c'est cette capacité à faire appel à l'intellect de la personne à qui on s'adresse et en s'appuyant sur un raisonnement logique. Et le troisième, le pathos, c'est ce qu'on voit beaucoup, surtout en ce moment, surtout en situation de crise, c'est cette capacité à faire appel aux émotions et à l'empathie, en fait faire preuve d'empathie avec son audience pour la convaincre. Et donc typiquement la question qu'on se pose, du coup, c'est ok, l'éthos, c'est l'image qu'on renvoie nous-mêmes, mais comment je sais ce que je renvoie de moi-même? Et avant de passer à ça, sur la partie ethos, ce qu'on constate aussi souvent, c'est qu'il prend le pas sur les arguments, donc sur le logos. Et ça, on le voit au quotidien. C'est-à-dire que l'image qu'on renvoie nous-mêmes, si on n'est pas considéré comme légitime ou crédible, les gens ne nous écoutent pas. Et donc l'idée, c'est de savoir comment les gens le perçoivent. Et il y a un outil qui est très intéressant, qui est le questionnaire A360. Alors il y a plein de plateformes qui le proposent. Souvent dans les entreprises, d'ailleurs, les RH proposent un système qui permet en fait de ne pas le faire par mail, mais de le faire sur une plateforme et de poser à son entourage. Donc généralement, on fait un minimum 2 amis, 2 collègues et 2 membres de sa famille. On leur pose des questions sur nos talents, pourquoi ils nous solliciteraient, sur quel sujet ils reconnaissent notre expertise. Quels sont les traits de personnalité qu'ils reconnaissent chez nous. Et c'est un super outil parce que finalement ça permet d'avoir une vision extérieure. Alors forcément, c'est positif, c'est rare que les gens répondent non, je ne trouve aucune expertise, aucun talent. Mais bon, l'idée c'est quand même de se focaliser sur le positif et de développer et de s'appuyer sur ce qui chez nous marche bien. Après on aura le temps de développer ce qui est moins bien. Mais en tout cas ça permet de savoir comment les gens nous perçoivent et de travailler sur ces points-là et de s'en servir pour être convaincant. Alors ça peut être, il y a des surprises. Moi j'ai été très surprise des résultats. Généralement c'est plutôt en positif puisque le questionnaire est tourné de cette façon. Voilà, donc Clément Viktorovitch, si vous avez l'occasion, il exprime plein d'exemples et sur les taux justement c'est Dragon Ball Z.
pour les fans, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Alors, merci. Une fois qu'on a ce fameux projet pirate, ce qui est important, c'est de prouver la valeur de ce projet-là. Et donc, évidemment, il faut impliquer des parties prenantes, parfois des collaborateurs qui ne sont pas forcément au tout début, qui n'ont pas forcément un intérêt direct à travailler sur le sujet. On parle beaucoup de best effort chez nous, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais c'est-à-dire que globalement, quand on a une mission et derrière on va travailler en mode best effort sur un autre sujet, un autre projet qui nous tient un peu plus à cœur. Mais en fait, on a très peu de temps pour travailler dessus et puis il y a très peu de moyens qui sont associés à cette mission-là. Donc en fait, pour impliquer ces personnes qui vont être amenées à travailler avec nous, ce qui est important, c'est de pouvoir interagir avec les parties prenantes. Le premier point qui est important, c'est de pouvoir appliquer la stratégie des alliés. Donc ça, c'est une méthodologie de consultant, je ne sais pas si vous connaissez. Globalement, en fait, dans une organisation, dans un projet ou autre, il faut identifier toutes les personnes qui vont pouvoir être détractrices, hésitantes ou promotrices de son sujet et de son projet. Globalement, il faut passer du temps uniquement sur les promoteurs. Un exemple avec Priscilla, si je prends son offre Cloud Starter, elle va avoir premièrement en interne les entités ou les personnes qui vont travailler auprès des startups, qui vont être ses promoteurs. On a Orange Fab, Orange Digital Venture et plein d'autres. Et en externe, il va y avoir les startups et puis pourquoi pas aussi d'autres entreprises avec lesquelles elle est amenée à travailler. Cette stratégie des alliés, elle est très importante. Autre point, il faut savoir être audacieux, pas se laisser bloquer par le poids de l'organisation. De temps en temps, on va avoir peur d'interagir avec certains grands décisionnaires. Quand on est dans un grand groupe, évidemment, parfois on est totalement bloqué, on se dit qu'on n'a pas de légitimité à contacter, pourquoi pas, le PDG de l'entreprise. Alors qu'en fait, au bout du monde, c'est que des barrières qui sont psychologiques. À partir du moment où on a un argument, où on peut trouver une légitimité, qu'on a un contexte et qu'on a des choses à apporter, rien ne nous empêche de pouvoir solliciter quelqu'un de haut placé pour pouvoir éventuellement, évidemment, lui envoyer un email, mais aussi de la rencontrer pour lui apporter quelque chose par rapport à sa vision. Dernier point, contourner les barrières. Là, je vais prendre un exemple très précis sur la base encore de l'expérience de Priscilla, aussi peut-être un peu sur mon expérience aussi. Globalement, il faut savoir que quand tu as développé ton projet au début, tu n'avais pas de budget. Il faudra couper au montage. Et donc, il faut pouvoir être en mesure d'impliquer des clients potentiels ou des parties prenantes ou des startups pour montrer que le modèle est intéressant et derrière avoir une première preuve de retour sur investissement qu'on peut avoir. Évidemment, c'est un petit peu audacieux là aussi, mais ça permet vraiment de convaincre ensuite sa direction pour se lancer à fond dans le projet. The Presenter. Autre astuce après Clément Viktorovitch, The Presenters, qui est une entreprise qui a rédigé une bible du pitch et qui est hyper synthétique avec des exemples, des cas d'usage très clairs. Moi, je la relis à chaque fois que j'ai besoin de rédiger un pitch sur un sujet. Je relis quelques pages pour me remettre dedans et pour reprendre les conseils et pour veiller à ne pas être à côté du pitch et pas de transformer mon pitch en autre chose, soit une présentation qui est trop longue, soit un argumentaire de vente, parce que c'est vraiment pas l'objet du pitch. Et effectivement, le présentateur, il donne 3 conseils pour rédiger un bon pitch, parce que en fait, finalement, ça a été démocratisé beaucoup dans l'univers des startups, et on se rend compte que quand on se l'est approprié dans les grands groupes, on l'a un peu déformé, et que des fois on se dit, bon, on va faire une session de pitch des projets internes, et les présentations, elles durent 45 minutes. Non, c'est pas un pitch, c'est une présentation. Donc la première chose, effectivement, c'est de créer le désir, et donc le pitch, il n'est pas là pour convaincre, il n'est pas là pour être une présentation détaillée, c'est encore une fois pas un argumentaire de vente, parce que déjà, un pitch c'est court et personne n'achète et prend une décision d'achat sur une minute de parole. Et pourquoi aussi c'est important de le travailler en amont, ce pitch? Parce que tout à l'heure, Guillaume parlait des alliés, des promoteurs, des directeurs, cette capacité à aller parler à des gens haut placés en se disant j'ai rien à perdre, au mieux je vais apporter une solution et puis j'ai un soutien supplémentaire sur mon projet.
Et en fait, finalement, je me suis intéressée au pitch parce que j'ai eu quelques mauvaises, entre guillemets, expériences. C'est que j'avais pas préparé un pitch clair de mon projet. Et donc, du coup, on ne sait jamais quand on va rencontrer une personne qui va être décisionnaire ou qui va vraiment jouer un rôle important. Et donc, quand je l'expliquais au départ, alors c'était clair dans ma tête, mais pas clair quand je l'exprimais. Et donc, du coup, ça joue tout l'inverse. C'est que ça donne l'impression que le projet, il n'est pas sec et pas cadré. Et donc, d'où l'importance de préparer le pitch vraiment en amont, dès les débuts du projet, de se dire, voilà, c'est quoi la mission, qu'est-ce que j'attends de mes interlocuteurs et comment je donne envie d'aller plus loin, comment je partage la mission, la vraie valeur du projet pour embarquer les gens avec moi. Et donc, du coup, quand je disais que j'avais un petit peu de mal à exprimer mon projet et que ça avait une incidence négative sur la perception de la personne à qui je m'adressais, j'aime bien cette citation, donc c'est ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, les mots viennent aisément, donc ça vient de Boileau, un académicien, et donc c'est exactement ça, c'est qu'à partir du moment où on s'est bien mis sur son sujet, qu'on a préparé son pitch, on est clair, et la conséquence aussi, c'est que généralement on a eu le temps de préparer des phrases courtes, des analogies, des choses simples, de façon à ce que les personnes auxquelles on présente son projet, elles puissent être elles-mêmes des ambassadeurs. Parce que si ces phrases courtes, des analogies, peuvent les réutiliser et en parler autour d'elles. Et donc du coup, ça permet de diffuser le message et le projet en interne ou en externe sans avoir à faire trop d'efforts. Donc le pitch, c'est vraiment, moi ça a aussi propulsé aussi beaucoup mon projet en interne, puisque du coup j'étais aussi plus confiante pour aller voir des personnes haut placées, leur présenter et être à l'aise sur le contenu. Et puis moi, si ça ne matchait pas, c'est qu'ils avaient d'autres priorités, mais au moins ils avaient une présentation qui normalement devait donner envie. C'est toujours moi. Alors, fédérer autour du quoi? Autre outil qui est peut-être un peu plus connu, c'est la vidéo de Simon Sinek, autour du quoi, donc le why. Alors ça fait le lien avec la stratégie des alliés, le pitch, la stratégie des cookies pour fédérer les gens. C'est que tout simplement, si on ne partage pas les mêmes valeurs ou la même mission et la même croyance que les personnes autour de soi, ça va être difficile de les impliquer. Parce que comme je disais tout à l'heure, on va devoir quand même leur demander de faire un peu plus que leur travail habituel. Et l'exemple parfait, moi, c'est que finalement, pour faire le lien avec la stratégie des cookies et la façon dont on s'est rencontré aussi avec Guillaume, c'est que j'ai rencontré une autre personne dans l'organisation qui en fait proposait une plateforme de mise en relation entre partenaires, donc c'était pas du tout les startups, c'est plutôt les partenaires télécommunications, et Orange. Et en fait, ils voulaient faciliter ces interactions en partant du principe que parfois, il vaut mieux gagner une affaire à deux que la perdre tout seul. Voilà, tout simplement. Donc c'est aller chercher des compétences dehors. Et donc du coup, on s'est rencontrés et on se disait, mais on peut très bien faire travailler, mettre des startups sur une plateforme-là en fait. Moi, ça me simplifiait la vie parce que du coup, j'avais pas besoin de développer mon propre outil de lead gen entre Orange et les startups. Et lui, ça lui permettait aussi de développer un peu plus sa plateforme et de s'assurer qu'il y avait une personne qui en faisait la promotion, donc en l'occurrence moi. Mais ce qui veut dire qu'il a dû faire des développements. Il a dû faire des développements supplémentaires, il a dû prendre des missions supplémentaires et il n'a pas fait que pour me faire plaisir. Donc on partage un petit peu cette même mission qui est de se dire, en tant que grand groupe, notre mission c'est aussi d'aider les partenaires, d'aider les structures plus petites qui existent en France, les entreprises plus petites, et les aider à grandir avec nous. Et donc à partir du moment où on partage ce quoi, c'est quand même beaucoup plus facile d'embarquer les gens avec soi. Le plus difficile, je dirais que c'est de définir le quoi, parce que souvent on fait les choses, on est capable de décrire ce qu'on fait, comment on le fait, mais dire pourquoi et fondamentalement ce qui nous anime, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Donc cette vidéo, je vous invite, je pense qu'elle était déjà connue, mais moi je l'utilise et si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à passer du temps dessus, parce que c'est moi ce qui m'a clairement aidé à définir cette mission, qui est celle de participer à la compétitivité de la France, alors qui paraît un peu high level, mais généralement c'est vraiment quelque chose de bien précis, une mission, c'est plutôt une ambition générale. Okay. Ça va aborder son projet. Je vois que le temps est en train de filer un petit peu, donc je vais essayer d'être droit au but. Évidemment, quand on a un projet, il faut être en mesure de valoriser, de packager, et puis aussi d'en parler. Toi, tu as un article sur Code Starter dans Madness récemment. Ça fait partie du branding. Évidemment, il faut valoriser. Même s'il faut avoir un max d'humilité en interne dans une organisation, il faut de temps en temps se mettre aussi en avant, et c'est important. Et puis voilà, on revient au sujet d'avant, c'est que évidemment savoir pitcher, c'est aussi un moyen de recruter, fédérer, d'inspirer les personnes, à la fois les décideurs, mais aussi les personnes avec lesquelles on va travailler. Alors, rassurez-vous, c'est le dernier slide.
ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'évidemment, quand on travaille sur des projets comme ça, on embarque des personnes et il faut les inspirer. Il faut les motiver à travailler avec nous parce qu'elles ne sont pas forcément obligées, surtout si elles travaillent dans le fameux modèle d'essai force. Le premier, c'est il faut éviter le micromanagement parce qu'on n'a aucune légitimité à faire du micromanagement. Il faut plutôt développer l'empathie. J'ai eu un peu peur au début. Non, ça n'avait plus de sens. Les bonnes pratiques, ok. Non. Le slide n'avait plus de sens, clairement. Il faut développer l'empathie pour comprendre en fait ce qui va driver les personnes avec lesquelles on travaille. Est-ce que c'est l'ambition, la motivation financière, est-ce que c'est la démarche intellectuelle, toutes ces choses-là, ça va nous permettre de comprendre ces personnes et d'essayer de les inspirer, de les motiver pour faire rentrer dans le projet. Premier point très important. Ensuite, il faut éviter d'être directif. Ça, c'est la fameuse image qu'on voit sur LinkedIn avec le manager, le leader qui inspire et qui met vraiment les mains dedans. C'est peut-être un peu. Voilà, c'est déjà vu, mais c'est malheureusement très vrai. Pour inspirer, il faut vraiment s'investir de manière très opérationnelle dans le sujet. Et puis, dernièrement, en fait, c'est développer une démarche positive et pas rentrer dans la critique, mais vraiment dans la construction. Et valoriser plus que dévaloriser. Et d'ailleurs, ce dernier point est intéressant parce que généralement, à la base, on identifie quand même un problème, quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'organisation. Et alors moi, je suis comme ça, j'avais tendance à être plus sur la critique. Alors, c'est pas forcément négatif, c'est critiquisme constructive, mais finalement, à la base, on critique quand même quelque chose qui ne tourne pas bien dans l'entreprise. Donc, la positivité, c'est quand même d'essayer de tourner la chose de façon à être sur quelque chose d'enthousiaste parce que si on arrive vers quelqu'un avec une critique, des choses négatives, voilà, il y a 90% de chances pour que la personne elle se referme sur elle-même. C'est pas très productif. Mais la positivité, ça paraît être quelque chose de base, mais je pense que c'est bien de se le rappeler parce que généralement, ça part quand même d'une frustration, de quelque chose de négatif qu'on a identifié. Alors, on a perdu assez de temps, donc je ne vais pas repasser sur l'égocentrisme, l'écosystème. Voilà, je vais plutôt me focaliser sur deux choses qui, pour moi, sont hyper importantes. Sont de ne pas être sur un projet pour la partie image et communication. Alors moi, je suis très concernée sur ça, sur les startups, parce qu'on a beaucoup de grands groupes qui prennent beaucoup de temps en startup, parce que voilà, et c'est plutôt sur de la com en disant oui, on travaille avec des gens innovants, etc. Et donc le risque, c'est de ne pas regarder clairement est-ce que ça crée de la valeur, est-ce qu'on fait quelque chose de concret. Et donc ce qui est important, et aussi pour pouvoir défendre le projet à long terme et pouvoir en faire quelque chose de significatif en interne, c'est d'avoir une approche d'avoir des KPI dès le départ, de savoir comment je mesure la performance de mon projet. Est-ce que j'attends du chiffre d'affaires? Est-ce que j'attends plutôt du qualitatif? Et dans ce cas-là, j'ai préparé en amont des sondages. Donc, est-ce que ça a vocation, mon projet, à faire gagner du temps aux gens? Donc, ça, il faut que je puisse le mesurer. Donc, ça, des fois, on le fait un petit peu après coup. Et le problème, c'est que sur des projets qui sont normalement à la base lancés avant l'approbation de la direction, il va falloir prouver qu'on a eu raison, ou en tout cas, si on a échoué, pouvoir dire, voilà, on a fait ça, on attendait ça, on a pas eu des résultats, et voilà pourquoi. Et pour ça, il faut des métriques, et il faut préparer des outils. Donc, le sondage, c'est quand même quelque chose d'assez efficace quand on est sur qualitatif. Sur le chiffre d'affaires, etc., c'est assez facile, c'est quantitatif, donc on peut le mesurer. Et le dernier point, c'est l'innovation. Bien que mon job, c'est marketing-innovation, mais je n'aime pas beaucoup ce terme, parce qu'en fait, innovation, c'est juste l'introduction de nouvelles technologies dans la société. Et en fait, le risque est de faire des choses juste parce que c'est nouveau, parce que c'est innovant. Et ça se voit très souvent, parce qu'on a beaucoup de projets qui sont effectivement très innovants, mais derrière, il n'y a pas de marché, en fait. Il n'y a pas de besoin, personne n'a jamais demandé cette innovation, alors elle est arrivée. Et la question qu'il faut se poser, c'est plutôt quel problème je résous, à quelle douleur je réponds. Et ça, alors, je pense qu'on ne voit pas que dans l'innovation, mais dans l'innovation, c'est assez fréquent. Et moi, naturellement, je préfère généralement parler de progrès. Et typiquement, dans le programme Club Starter, les trois objectifs, c'est d'améliorer soit l'expérience client et collaborateur chez nos clients, l'optimisation financière ou l'efficacité opérationnelle, donc la pénibilité du travail pour les collaborateurs. Donc, voilà, donc innovation vs progrès. Et dernier point, l'idée c'est de vous partager un petit peu toutes les... alors il n'y a pas tout, mais voilà, les principales sources qui nous aident un peu au quotidien. Donc c'est la fameuse vidéo de Simon Sinek, Clément Viktorovitch, on a les activateurs, le site des activateurs, et Switch Collectif qui est plutôt qui va être pour des formations pour pousser à l'action en fait. Voilà. Et après vient le plus concret, c'est comment on passe à l'action, comment on avance plutôt avec
Donc c'est un peu en amont, c'est un travail qui aide à savoir ses forces et ses faiblesses pour comprendre en fait quels sont les leviers de motivation. On parlait tout à l'heure de la raison d'être d'un projet, du quoi. Typiquement, c'est dans ce genre de formation qui vont vous aider à le trouver vous-même. Voilà. Et donc les activateurs, et ce qui est considéré comme la Bible des corporate hackers, qui est Make Storming. Voilà. Et donc The Presenter, le pitch, il est en téléchargement gratuit sur leur site. Donc, bon, ça fait 70 pages, mais c'est hyper quali, donc je vous le recommande. Ah, vous avez peut-être un peu plus de temps, non? Vous avez pu récupérer? De toute façon, si vous l'acceptez, peut-être oui, qu'on pourra transmettre ici, comme ça tout à disposition. C'est votre bureau, la photo d'après? Non. C'est mon bureau. C'est vrai? Alors, je l'ai remis plusieurs fois parce que les services généraux ne sont pas très fans. Mais un jour, on s'est dit, on a une équipe qui est un peu comme ça sur des thèmes différents. Et donc, du coup, on s'est dit, il nous faut un drapeau de pirate. Et mon mentor, qui était mon ancien manager, m'avait dit que Jeff Bezos avait commencé avec un drapeau de pirate dans son bureau. Donc, il n'a pas trop mal réussi. On aurait peut-être s'en inspirer un peu. Donc voilà, c'est notre bureau. Bravo à tous les deux. Super intéressant, en tout cas, de mon côté, d'avoir votre retour et surtout